Avant d'écrire un livre, on parlait de la distinction dans le monde de la reproduction entre une copie et un transfert. La copie, d'abord, le critère, c'est qu'il faut que ce soit sur un même support. Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même information que le document à source. Vous voyez que le critère n'est pas super élevé, mais entre vous et moi, il n'est surtout pas très détaillé, là. Pour faire une copie d'un document électronique à un autre document électronique, le procédé que vous utilisez, il doit offrir des garanties suffisamment sérieuses. Guess, quelqu'un, ça a l'air de quoi une garantie suffisamment sérieuse? Genre copy-paste, enregistré sous format PDF, un document Word. En tout cas, c'est pas très clair. Et quand il n'y a pas de clarté, qu'est-ce qu'on fait? On documente. Juste pour être sûr, au cas où, on ne voudrait pas que le législateur, à un moment donné, débarque dans notre bureau et qu'il dise « Ah! » Ben, dans votre cas, c'est plus un inspecteur ou un syndic, là. Mais probablement qu'il s'intéresse à vos documents papier davantage qu'à vos documents technologiques, fait que lâchez-vous lousse. Non, farce à part, le document technologique, pour en faire une copie qui va avoir la même valeur, ce qu'on veut faire, c'est simplement avoir une procédure simple, un genre de document qui tient en une page, qui dit « Nous, chez nous, quand on fait une copie d'un document technologique, on le fait de telle façon, en utilisant tel logiciel, que ce soit right-click, copy-paste, que ce soit en convertissant d'un document à Word au format PDF. Donc, un petit document bien simple que vous pouvez donner à votre assistante, à vos employés, aux gens qui travaillent avec vous, pour que ce soit fait de façon systématique. Pour pas qu'il y ait de l'improvisation, puis qu'à chaque fois, on doit s'interroger comment il a été généré ce document-là exactement. Donc, on veut standardiser la façon de faire. Et encore une fois, j'en reviens avec ma vision d'un info nuagique de l'arpenteur géomètre. Si on avait cet environnement-là, dès lors que je créerais une copie au sein de cet environnement-là, je m'assurerais que c'est fait de façon conforme à une procédure qui est standardisée, parce que je ne pourrais pas faire autrement. Donc, on doit documenter le procédé qui est utilisé pour faire une copie. Une des choses que le législateur nous dit un petit peu plus loin, là, il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie, des circonstances dans lesquelles elle a été faite, donc d'où l'importance de standardiser, ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacune, ou alors, là c'est un petit peu bizarre, conformément à un procédé qui s'appuie sur une norme visée à l'article 68 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un petit peu bizarre parce que le législateur nous dit ou bien qu'on prouve qu'elle s'est faite sans lacune, ou qu'elle s'est faite avec lacune, mais conformément à des normes. Tu sais, c'est rassurant. Anyway, j'aime pas beaucoup cet article-là pour des raisons que vous avez compris, mais dès lors que vous allez le faire de façon conforme à un standard international, puis il y en a très peu dans votre cas parce que vous allez voir dans quelques minutes, on va régler le problème à l'aide de la signature qui va pas mal tout régler. Vous allez le faire en conformité avec l'article 68 et avec la norme ISO. Un petit peu plus loin, on nous parle de qu'est-ce qu'une copie certifiée. Vous vous souvenez, dans votre législation, un petit peu plus tôt, on parlait de la capacité pour vous de générer des copies certifiées. En fait, dans certains cas, vous êtes même contraint comme officier public de fournir une copie certifiée. On nous dit, lorsque la copie d'un document doit être certifiée, cette exigence peut être satisfaite à l'égard d'un document technologique au moyen d'un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source. Donc là, ce que le législateur vient dire, là, c'est ton sceau, ta signature, là, j'en ai même pas besoin. Moi, pour m'assurer que j'ai une copie certifiée, ce que je dois faire, c'est comparer deux documents à l'aide d'un procédé de comparaison qui permet de vérifier que j'ai la même affaire. Bien, comment ça s'appelle, ce procédé de comparaison-là? Ça s'appelle un algorithme de hachage. Qu'est-ce qu'un algorithme de hachage? Ça, il y a un scientifique à quelque part, bien intelligent, qui a monté un genre de formule mathématique bien complexe, qui regarde votre document, puis qui dit « Ah, ça c'est le document ABC 74 18 24 EB 67 43 47 26 3 4 6 7 ». Ça, c'est l'identification de la présentation PowerPoint que vous regardez actuellement. C'est super pratique parce que quand vous avez une discussion, vous pouvez dire à votre collègue, ben, tu as juste à regarder le numéro 3 4 6 7 8 4 26 64B. Là, celle-là, je ne l'amènerai pas au complexe Saint-Denis. Qu'est-ce que l'algorithme de hachage fait? Il nous donne la signature, pas la signature que nous, on appose, la signature du document, l'identité unique.
Ça, c'est une merveille de la nature. Il n'y a pas deux documents qui ont la même signature, qui ont la même valeur de hachage. C'est comme vous et moi et vous et elle, on n'est pas pareil. Ça, moi, j'ai appris ça dans Passe-Partout au 2e épisode. Il y a des gars et des filles, mais même les gars sont pas tous pareils, les filles sont pas toutes pareilles. Les documents sont comme nous, sont tous un petit peu différents, même ceux qui ont l'air vraiment pareils. Ils ont toutes des petites différences. C'est leur empreinte qui est différente, comme nous autres. Donc, la valeur de hachage me dit, ça, c'est tel document. Et ce que le législateur vient me dire, c'est pour m'assurer que j'ai une copie certifiée, aussi connue sous le nom de copie conforme, qui va être certifiée dans ce cas-ci, je dois avoir la même valeur de hachage. Dès lors que mon document a telle cote, puis que tel autre document a telle cote, il n'y a aucun doute que c'est exactement le même document. Il y a plusieurs algorithmes de hachage. Évidemment, il y a des cracks informatiques. Il y a une couple d'années, le standard, c'était la valeur de hachage MD5. MD5 a été craqué par justement des cracks à Amsterdam qui ont réussi à craquer le MD5. Depuis, on est passé à SHA-1. Nos amis ricains ont réussi à le craquer. On est rendu à SHA-2. Et là, avec ce qu'on a appris de la NSC, semble-t-il que ça tient pas à la route non plus. Donc, c'est une lutte constante pour avoir des meilleures valeurs d'hachage. Mais encore une fois, revenons-en à la règle versus l'exception. Les collisions de valeurs d'hachage où deux documents différents ont la même valeur d'hachage, ça se passe dans un laboratoire, dans une université avec du monde à qui vous parlerez jamais puis qui s'intéresse pas pantoute à ce que vous faites. Fait qu'une fois qu'on sait ça, le législateur s'est dit, ben moi, je suis pas mal à l'aise avec ça, là. On va dire que dès qu'ils ont la même valeur d'hachage, c'est une copie conforme, on ne chicane pas là-dessus, pas besoin d'appliquer de saut ou toutes sortes d'autres babelles physiques dessus. Ce qui m'amène justement au saut et au cachet que vous utilisez fièrement de façon quotidienne. On nous dit à l'article 13, lorsque la position d'un saut, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument a pour fonction 1. De protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, celle-ci peut être remplie à l'égard du document technologique au moyen d'un procédé approprié au support du document. Hey, on aurait-tu aimé ça qu'ils nous écrivent juste, genre, en apposant la signature de notarius? Merci, bonsoir. Bon. Encore une fois, le législateur veut avoir des lois qui sont évolutives. Il est neutre technologiquement, veut pas favoriser une technologie au détriment d'un autre, surtout pas au détriment d'une technologie qui existe peut-être pas encore puis qui est meilleure que celle qu'on connaît actuellement. Donc, il dit un procédé approprié au support du document. C'est assez général. L'autre raison pour laquelle on appose un sceau, c'est un bon exercice là, pour les gens qui aiment vraiment le droit, là, la signature, la position d'un sceau, ça a plusieurs fonctions. La première, protéger l'intégrité du document. La deuxième, identifier une personne, une association, une société ou l'État. Cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique selon les règles prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 3. Ça, le législateur, il aime bien ça, s'exprimer comme ça, parce que le législateur, dans le fond, c'est une couple de mes consoeurs et confrères au ministère de la Justice, puis il s'assure qu'il nous garde la job, parce que quand ça devient compliqué de même, il n'y a personne qui suit, puis tu vas voir un avocat, tu lui demandes, puis il te charge, puis on est tous contents. Hein? Donc, quand le but d'apposer votre sceau et votre cachet, c'est de vous identifier, à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire conformément à la sous-section 1, section 2, chapitre 3. Et pour ceux qui voudraient faire ça, juste à me mandater, là, je vais vous écrire une lettre. Puis c'est... Donc, faire sa part, la sous-section en question est très longue et complexe, mais elle se résume à très peu de choses en termes pratiques. Il faut que la signature que vous apposez, ou le certificat ou le sceau, puisse être authentifié et lié à vous. La signature de notarius que vous utilisez, notarius agit comme tiers de confiance, il conserve votre certificat, il vous a authentifié une première fois à un moment donné avant de vous émettre la signature. Vous avez un code unique dans la signature, une façon unique aussi de l'utiliser. Donc, dès lors que votre signature est apposée sur un document, on va être capable de vous identifier comme personne, j'allais dire sans l'ombre d'un doute. Si vous passez votre signature à quelqu'un d'autre, c'est l'équivalent de donner sa clé de la maison ou n'importe quoi d'autre. La sécurité vient de baisser dramatiquement.
À terme, ce qui risque d'arriver, puis là je me téléporte un petit peu dans le futur, c'est qu'on risque d'avoir une identité numérique entière qui va d'abord se retrouver, puis on est en train de le faire tranquillement là, dans un passeport avec entre autres des puces à RFID ou des choses comme ça. C'est la première génération parce qu'on voudrait pas nous choquer trop rapidement. Tu sais, si demain matin on nous disait il faut que vous fassiez implanter une puce là. Et gros silence, le monde réagirait pas trop bien, ça sortirait dans les rues, il y aurait des manifestations. À place, on le fait de façon vraiment subtile et pernicieuse. On glisse ça tranquillement dans votre passeport. Là, on fait la même affaire dans votre permis de conduire. Vous avez des cartes de crédit. Puis là, à un moment donné, on va vous dire, ouais, mais là, tu traînes une carte de crédit, ton passeport, tout. On va tout te mettre ça dans une carte. OK, ça va être utile. On va même nous demander de payer pour avoir cette carte-là parce que c'est un service, ça va être tellement pratique. Ça va être un petit peu aussi pratique que quand vous voulez traverser la douane rapidement pour aller aux États-Unis, vous devenez membre de Nexus. Nexus, c'est quoi? C'est un programme américain qui dit que vous acceptez de vous contraindre à toutes les lois américaines, mais que vous n'avez aucun des bénéfices d'être citoyen américain. Vous fournissez une photo, vous fournissez des éléments biométriques dont votre rétine et votre empreinte, et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus obligé de faire la file, vous rentrez. Ah, mais j'ai oublié de dire, il faut que vous payiez pour devenir membre de Nexus parce que c'est un privilège d'être fiché dans une base de données comme ça. Mais ce privilège-là, à l'heure actuelle, il existe seulement de façon volontaire en payant quand vous allez aux États-Unis. Au Québec, actuellement, comme je vous dis, ça se fait de façon plus tranquille et pernicieuse. À moyen terme, on va tous avoir une carte unique qui va tout faire. Puis là, il y a des gens qui vont perdre leur carte. Puis là, on va se dire, « Hey, s'il y avait une puce d'implantée dans son corps, on n'aurait pas eu de problème avec sa perte de carte, hein? » Ça va être un petit peu comme les BS. C'est maudit BS. La réalité pratique, c'est qu'on va tout finir avec une puce. Que dis-je? On finira pas avec une puce. Ça sert à rien de nous rentrer une puce dans le corps parce qu'on a juste à prendre notre identité biométrique. On a juste à prendre notre analyse rétinienne, nos empreintes, et on a une identité unique. Fait que dorénavant, je vais payer quelque chose chez Métro. Après ça, je vais aller me faire payer mon chèque de paye à la fin de la sortie de l'usine, m'a punché. Et tous les dépôts vont être faits virtuellement, toutes les transactions vont être faites virtuellement, et donc les sceaux et les cachets, pour en revenir au sujet de la discussion d'aujourd'hui, vont être complètement inutiles. Pourquoi ce long détour-là? C'est parce qu'on est dans une phase transitoire socialement où l'identité d'une personne était constatée en personne, a migré, a été constatée dans le papier et maintenant est dématérialisée. Et on cherche tous les moyens possibles et imaginables du monde de recréer le même niveau de confort qu'on avait quand on était face à la personne, qu'on la voyait puis qu'on pouvait lui serrer la main. Il y a toujours des failles importantes. Et là, ça m'amène, puis je pense que je vais plutôt vous offrir qu'on suspende maintenant. On m'a dit de terminer à 11h50. Je suis quelqu'un de très ponctuel et donc ça risque de m'empêcher de dormir. Il est 11h47, 47 dis-je. On va faire une pause lunch. En fait, un tirage, dis-je. Et on va revenir après pour parler de la signature électronique qui va vous permettre d'avoir votre greffe numérique.